Ah oui, c'est là. Après 3 semaines sans course et sans podcast, un peu perdu, mais nous sommes enfin de retour sur le Brap Show. Ça c'est le CRF de Mr. Brap dans les whoops de Lunel, avec la fourche toute molle là. Ça passe bien quand même. On va revenir, donc épisode 11 du Brap Show, on va revenir sur évidemment la course de Unadilla et quelques-unes des news qui sont tombées pendant les 3 semaines où on était tous absents. Évidemment, on remercie, vous le savez bien, MGT Design d'être avec nous pour toutes vos demandes de kit déco 200% perso, textile aussi, et n'importe quel véhicule, ils sont là pour vous. Il suffit de les contacter @mgtdesign-mix sur Instagram et ils sauront répondre à toutes vos demandes. Si vous êtes allé faire un tour sur la page Instagram du Brap Show, vous aurez vu la transformation de la YAM qui est passée du numéro 1 MGT pas Design à la déco Star Racing. J'ai eu que des compliments. Personne m'en a parlé, mais j'ai eu que des compliments. Donc merci beaucoup MGT Design d'être avec nous. Je veux faire une petite mention à NC Mecha Pièces qui nous ont partagé dans leur story sur Instagram. Je crois que c'est un partenaire personnel de Mr. Brap. Voilà, donc nous, Brap Show, on n'est pas affilié avec NC Mecha Pièces, mais ils nous ont repartagé avec un petit lien vers le podcast dans leur story Instagram. On apprécie beaucoup, merci à eux. Et écoute Clément, on va tout de suite attaquer. En plus, tu m'as dit qu'il fait chaud et que tu veux pas que ça dure trop longtemps. Et moi, j'ai une belle liste de sujets à aborder. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais revenir, je crois que l'annonce a été faite il y a à peu près 2 semaines maintenant. Mais je vais revenir sur Romain Febvre en MXGP qui re-signe chez Kawasaki pour 2 ans. Donc, j'imagine que tu avais vu également. Donc, c'est-à-dire pour la saison 2025 et 2026. Alors, il faut savoir que Romain Febvre, il avait son contrat pour jusqu'à 2023 l'année dernière. Quand il gagnait plein de courses face à Prado, il faisait mention qu'il était toujours pas signé, etc. Il avait signé une extension de 1 an juste pour 2024. Et a priori, il y avait des rumeurs comme quoi peut-être qu'il partirait chez Triumph lui aussi en 450 l'année prochaine. A priori, Triumph, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mais il semblerait que la 450 arrive qu'en 2026, justement, pas 2025. Et a priori, du coup, Romain Febvre, lui, a re-signé Kawasaki pour les 2 prochaines années, donc n'est plus dans l'attente d'un autre contrat avec Triumph. Est-ce que tu es surpris, toi, de voir Febvre re-signer pour 2 ans d'un coup ? Pas spécialement. Je pense que l'extension justement de 1 an, c'était parce que il envisageait peut-être quelque chose où il était peut-être déjà en discussion avec Triumph. Mais là, étant donné que c'est tombé à l'eau, vu que le programme il est retardé, je pense que Monster Kawasaki avait envie de le garder. À mon avis, il mettait pas le même billet que Triumph pour l'avoir. Et c'est donc pour ça que ça allait plutôt vers Triumph si jamais le programme avait bien lieu. Là, ça tombe à l'eau, donc à mon avis, Kawa, ils ont peut-être rajouté un petit billet. Et puis en plus, ils ont dû lui dire justement, on te sécurise un guidon d'usine pour 2 ans encore. Donc voilà, c'est profitable. On sait que dans le motocross, les 2 ans, c'est presque un CDI. Donc c'est mieux pour lui, je pense, de se sécuriser un guidon d'usine jusqu'à 2026 du coup, et en plus avec une moto qu'il connaît bien quand même, la Kawa, sur laquelle il a performé, qui continue de développer, etc. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est ça, en plus le nouveau modèle Kawasaki qui est donc sorti en production cette année, c'est une moto qu'il a quand même beaucoup aidé à développer l'année dernière. L'année dernière, il avait dit que en début de saison, il avait fait beaucoup de testing pour arriver à une moto qui lui convenait, et que sur la deuxième moitié de saison, c'est ce qu'il avait. Donc cette année, il roule avec déjà la moto qu'il avait l'année dernière. Il revient de blessure, donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué au niveau des performances que la fin de l'année précédente. Moi, j'avoue que quand même, il a maintenant 32 ans, Romain. Donc j'étais un petit peu surpris de voir qu'il avait tout de suite signé pour 2 ans et que j'aurais été moins surpris par un contrat un peu à la Tomac où c'est 1 an avec une option de continuer encore l'année d'après ou quelque chose comme ça. Tu vois, là, c'est signé 2 ans d'un coup. Donc je suis assez surpris, mais en tant que supporter, je suis assez content de le voir du coup 2 années de plus sur effectivement une moto qu'il connaît. Il n'y aura pas d'histoire d'apprentissage et il va pouvoir juste se concentrer sur lui, revenir au top physiquement après sa blessure au pouce et potentiellement performer dès l'année prochaine. L'année prochaine, on n'aura plus Prado en MXGP, on sait, il part a priori, alors c'est pas annoncé officiellement, mais il part chez Monster Energy Kawasaki rejoindre Anderson en SX et MXUS.
On aura quand même toujours cependant Geyser et Erlings a priori. Maxime Renaud et Jago Geerts devraient revenir plus en forme que là, de toute façon ils sont absents à cause de blessures. Mais où est-ce que tu vois du coup Romain en 2025 en l'imaginant à 100%? Est-ce que tu le vois être au niveau de Geyser et Erlings ou est-ce que tu penses qu'il sera quand même un petit cran en dessous? Tu vois ça comment toi? Non, moi je pense qu'il sera au niveau. Déjà là, en revenant de blessure, alors je regarde pas trop le MXGP, je vois que des highlights et des articles, mais juste en regardant ça, déjà, visiblement, même en revenant de blessure, là c'est le seul un peu à être capable de parfois se mettre entre eux, de rouler entre eux, et il revient de blessure. Donc moi je pense que bien préparé, si encore une fois il n'y a pas d'autres blessures ou quoi, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas au niveau. Après on voit un Erling justement là qui est en train de petit à petit aussi retrouver un niveau, celui qu'il avait avant. Donc avoir aussi sa progression à lui, ce qu'il va réussir à ne pas se blesser et à continuer de progresser comme ça jusqu'à devenir dominateur sur presque toutes les surfaces. Parce qu'il a montré quand même quelques fois là, sur quelques terrains qu'il dominait quoi, face à un Prado qui est très bon cette année. Donc ouais, à voir par rapport à Erlings. Après, au niveau de Geyser, j'ai envie de te répondre oui direct. C'est plus Erlings que je vois monter en puissance en ce moment. Et que s'il continue comme ça, qu'il a en plus un hiver sans blessure. Mais bon, sans blessure pour Erlings, c'est très rare. Donc c'est quand même une option à prendre en compte ça. Oui, comme toi, je vois plus Erlings être un point d'interrogation dans le sens où je pense qu'il peut effectivement encore progresser. C'est vrai que cette année, je trouve pour la première fois depuis... alors je suis comme toi, j'ai regardé que des highlights cette année, mais pour la première fois depuis quelques années, on a vu Erlings arriver à un niveau où vraiment, surtout dans le sable à Lommel, là quand il a repris des 15 secondes ou même plus que 15 secondes sur Prado en 3 tours, là, c'était ouf et c'était vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une performance de ce style de Erlings, même dans le sable. Là où je suis assez confiant en fait pour Romain, c'est quand je pense que sur le papier, il est, à mon avis personnel, il est peut-être un petit peu en dessous de Geyser et Erlings, surtout si tu prends sur peut-être 20 Grands Prix en termes de vitesse. Mais déjà, il a tendance à prendre quand même d'assez bons départs. Et surtout, en fait, Geyser comme Erlings, c'est des mecs qui ont tendance à se croûter en fait. Et du coup, que ce soit 2025 ou 2026, je me dis qu'il peut largement y avoir les deux qui sont out pendant quelques courses et Romain peut grappiller plein de points à ce moment-là. Et est-ce que tu penses du coup qu'il peut... est-ce que tu penses que c'est encore un prétendant au titre pour toi de ton point de vue? Ou est-ce que tu penses que c'est quand même trop tard là? Son dernier titre c'était en 2014 il me semble. 15. Donc c'était 2015? Ouais. Ah oui, c'était l'année où Vilo Poto est venu. Ouais. Et puis surtout c'est l'année où au MX des Nations aussi il a tout gagné, c'était en 2015. Oui, c'est vrai. La France. C'est vrai. Donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Ouais. Est-ce que tu penses que, mais mine de rien, pendant ces 10 années, il y a eu des moments où il était en prétendant au titre, quoi, et je veux dire, il était dans le combat, dans la bataille pour le titre. Est-ce que tu penses du coup qu'il peut être champion du monde à nouveau entre 2025 et 2026, ou est-ce que tu penses que ça va être quand même trop compliqué étant donné l'âge, les jeunes qui montent? Donc j'ai mentionné Geerts et Renault qui devraient revenir en forme l'année prochaine, j'espère. Et plus encore les Geyser et Erlings qui seront toujours là, quoi. Non, j'avoue que Geerts et Renault, je les compte pas trop dans le truc parce que voilà, absent. Geerts il monte, mais pour l'instant on l'a pas vu, même si on a vu quelques belles performances, même au Autocross des Nations à Red Bull, je crois, sur la 450. Donc oui, il va sûrement rouler devant aussi, peut-être dans le top 5, mais je le vois pas au-dessus de Febvre. Et moi, je pense que Febvre, tu vois, je vois pas spécialement au-dessous d'un Geyser, Febvre en pleine forme. Donc, et tel que je vois, bon après là, Prado est sûrement aussi sur un autre niveau que ce qu'il était quand Febvre se bataillait contre lui, justement là pour le titre. Parce que sur la deuxième partie de championnat, il me semble que justement Febvre en avait gagné plus que Prado. Après, il avait du mal quand même à la fin du week-end à grappiller des points parce qu'il y avait souvent la manche qualif que Prado gagnait et lui souvent un peu plus loin. Donc à la fin du week-end, quand on faisait le total, il grappillait que quelques points, voire pas du tout parfois, même en gagnant le GP. Mais sinon, moi je pense qu'en pleine forme, il est dans les trois là à se batailler avec Geyser et Erlings pour le coup. Donc après avoir Renault, Geerts, où est-ce qu'ils vont se placer. C'est vrai que Renault aussi
avant blessure, il était plutôt bon sur la 450 et il faisait quelques apparitions au milieu de ces deux-là. Donc, non, moi je pense que c'est pas terminé. Pour le coup, ça fait pas trop comme Musquin, ou Musquin, moi j'étais encore pour lui. Donc, même si, bon, en vrai, si on me posait la question plus profondément sur ces dernières années, bon, j'aurais dit, ouais, non, le titre c'est fini. Mais pourtant, même quand il a commencé à bosser avec Davis, c'était quoi 2019. Alors, je sais plus parce qu'il y a une année où il était toujours chez Aldon Baker et DB Ouais. était là un peu en Non, consultant. l'année complète où il s'est blessé dès le début en fait à Anaheim. Et ça, du coup, ouais, donc ça, c'est l'année où il a bossé à C'est temps 21 plein même, avec en fait. DB. Et c'était l'année dernière. L'année dernière. Ouais, l'année dernière, Marvin, il a fait Anaheim 1, il me semble. Et Ah ouais. il s'est blessé à la deuxième et après, on Ouais, l'a donc pas ça fait revu, 22 quoi. en fait. Ouais. Ouais, bah voilà, là en vrai j'étais encore pour lui, je me suis dit, ah DV, machin, ça a progressé dans le groupe, c'est un peu ce qui lui manquait, tout ça, il va peut-être pouvoir être là et tout, et alors qu'en réalité, bon, maintenant, en fait, lui c'était passé, Romain Fay, ouais, je pense pas, lui, je pense qu'il est vraiment encore, je suis pas spécialement un grand fan, hein, je suis français pour le français, mais sinon je pense qu'il a encore la vitesse et de quoi gagner en GP1. Ok. Euh, J'écoutais le Pulp Mix Show un peu plus tôt aujourd'hui et il y avait Shane McElrath qui était en invité et il a dit quelque chose d'intéressant. On va revenir un petit peu sur Shane McElrath qui est passé de Suzuki à Kawa là pendant le break. Mais il a dit qu'il s'était bien adapté à la Kawasaki assez facilement et ensuite je sais plus trop dans quel contexte, mais il a mentionné notamment Anderson aussi. Oui, il n'avait pas trop d'attentes par rapport à la moto. Mais il se doutait que. Mais en fait, il se servait de la transition qu'Anderson avait eue de la Husqvarna à la Kawasaki et comment est-ce que son pilotage s'était adapté pour essayer d'anticiper un petit peu ce qu'il allait pouvoir ressentir. Et quand il a parlé de ça, je me suis dit, Anderson, il est passé de Husqvarna à Kawasaki il y a quelques années. Et il a très bien performé tout de suite. Et je me suis demandé, et est-ce que, à ton avis, c'est le cas? Est-ce que tu penses que Kawasaki a regardé ça et que Prado a regardé aussi Anderson et sa transition d'une moto autrichienne vers la Kawa pour se dire Kawa pour Prado, ça peut être le bon combo, la bonne transition pour aller en S6US? Je sais pas parce que c'est un peu bouché quand même les guidons d'usine et que du coup Prado n'allait pas faire le déplacement pour aller dans un team privé. Donc quand tu regardes Yamaha, c'est bouché, il n'y a pas de place. Il y avait que Husqvarna à la limite où on a dit qu'il y a Craig pour qui c'est probablement terminé, Malcolm Stewart qui arrive en fin de contrat aussi là, la fin d'année du coup. Non, je crois que Malcolm il a encore un an. Ouais. Et c'est tout, il y avait que eux deux en 450. Ouais. Ouais. Donc bon, alors éventuellement le guidon de Craig qui est libre. Et après les autres motos d'usine, KTM pareil, c'est mort. Il reste quoi là? Triumph, ils n'ont pas de 450 du coup. Ouais, Yam, ils vont déjà avoir 3 pilotes. Honda, ils ont déjà leur top. Terminé. Donc, de toute façon, quand t'as les frères Lorenz, t'as pas besoin d'avoir Prado en plus. Donc en soi, en fait, la question elle était juste Kawa ou Eski. Oui, et en fait, avec les remaniements budgétaires du groupe KTM, de toute façon, je crois que Ski vont aligner qu'un seul pilote 450 l'année prochaine. En plus. Donc non, je suis pas persuadé qu'ils aient regardé ça et que même Prado, jeune, dans son état d'esprit et tout, ils se disent quelle moto pourrait mieux m'aller, mieux m'aider. Enfin, je pense que lui il vient là, déterminé à bosser et tout, et que voilà, s'il faut repartir sur une nouvelle moto, je sais pas si ça le dérange plus que ça, quoi. Parce que quoi qu'il en soit, enfin, au contraire, c'est peut-être même moins négatif de partir sur une nouvelle moto, étant donné que le SX c'est complètement différent et que tu vois, ça pourrait être frustrant de se dire sur une moto que je connais par cœur, par exemple sur la gaz, que je connais par cœur, voilà, que en motocross, que j'ai très bien réglé, etc. Et ben ne pas réussir à la régler en supercross ou ne pas réussir à faire certaines choses en supercross parce que c'est quand même une discipline totalement différente. Peut-être que là au moins il repart à zéro, moto, terrain, et on part de zéro avec ça et voilà, il y a plus qu'à. Ouais, et puis il va pouvoir du coup aborder le truc avec l'esprit plus ouvert parce que c'est vrai qu'aussi étant donné qu'il connaît bien la cascasse, peut-être qu'il y aura il y aurait eu des trucs qu'il n'aurait pas trop voulu essayer parce qu'il sait qu'elle marche bien de cette manière et qu'il veut pas perdre tel avantage sur la moto.
Alors que là, du coup, c'est vrai que ça va être une page blanche. Après, j'imagine que de toute façon, à huis clos, il a dû essayer aussi l'Akawa et qu'il a dû voir que, enfin, il a dû sentir qu'il serait capable de rouler à son meilleur niveau dessus, quoi. Ouais. A priori aussi, j'ai entendu dire, je crois il y a 2 semaines, que les frères Conen s'étaient signés pour les États-Unis en 2026. T'as entendu ça ou pas? Ah non, du tout. Déjà, je suis assez étonné. Ouais. Je m'attendais à ce que. Bon, en vrai, il performe déjà, mais peut-être attendre justement un titre MX2 pour l'un ou l'autre Ouais. avant de monter, avant d'acter quelque chose. Parce que, enfin, du coup, il va peut-être arriver l'année prochaine, hein, le titre, je sais pas. Mais Ouais. ouais, non, j'en avais pas entendu parler. Ça. Les deux, et chez qui du coup? KT? Eh ben alors ça j'ai pas entendu dire. C'est dans une vidéo de Vital MX où ils ont mentionné notamment du coup aussi le fait que Romain re-signait et ils ont dit aussi que les frères Conen en 2026 c'était déjà signé pour les États-Unis. Ils ont pas dit du coup j'imagine que ouais, peut-être un KT et un Husky ou j'en sais rien parce que c'est vrai que Hampshire de toute façon veut monter et va devoir monter et a priori je crois qu'il veut monter en motocross l'année prochaine en 450. Ouais, je crois que Donc c'était ça. il leur reste Casey Cochran en 250, mais ils n'ont pas de deuxième pilote pour l'instant. Et même Casey Cochran, bah, là, il a pas fait le Supercross cette année. Il a commencé directement en outdoor, non? Je sais plus. Il me semble, en tout cas, ouais, j'ai pas vu son nom, mais ça, on en parlait un peu dans les Ouais. podcasts différents, c'est que des fois, des rookies, justement, se montraient un peu en motocross, et en fait, ils étaient déjà là en supercross, et j'y ai pas spécialement fait attention s'il était pas dans les 10, quoi, ou à peine dans les 10, j'avoue que je sais pas trop. Et bah, du coup, quoi qu'il en soit, Casey Cochran, soit l'année prochaine, c'est sa première année de SX, soit c'est sa deuxième, mais en n'ayant pas performé cette année. Donc ouais, ils ont chez Svanna en 250, là, au niveau de la relève, ça manque un petit peu de monde. Donc, ouais, c'est possible. Enfin, j'imagine qu'il resterait toujours des pilotes Husqvarna KTM, quoi. Ouais. Et bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer, un petit peu à Unadilla. Juste avant ça, je sais pas si toi tu as écouté le podcast de Eric Sorby sur le Big USA, mais j'imagine que oui. Ouais. Alors moi aussi, alors on va pas débriefer tout le podcast parce que si les gens veulent l'écouter, ils auront qu'à l'écouter sur le Big USA évidemment. Moi, le seul truc que j'ai retenu quand même, c'est qu'il a mentionné que Dylan était toujours malade et qu'il allait en gros limiter la casse le reste de l'année et essayer de vraiment se refaire une santé l'hiver pour pouvoir attaquer la saison prochaine en pleine forme. Donc ça explique un petit peu les contre-performances à répétition de Dylan sur cette saison outdoor. Ouais. Ouais. Et malgré ça, fois, du coup... Voilà, ouais, on va parler d'aujourd'hui, enfin du week-end dernier du coup, parce que bon, je l'ai écouté juste avant la course de ce week-end, la veille ou l'avant-veille, le podcast, et puis au final, bah, il nous sort une perf, la première réellement depuis le début de la saison, donc ouais. Ouais, ben voilà, du coup, on peut directement aborder Dylan à Unadilla qui il fait 3e de la deuxième manche quand même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis Et il rate le podium du général de très peu à cause de Hunter Lawrence. Ouais. Et puis t'as vu son interview du coup sur le Big, parce que du coup c'est le retour des interviews aussi. Bon, du coup il se chamaille avec Stéphane en disant c'est Stéphane qui vient pas me voir, dès que je fais plus de résultats, ça y est, il n'y a plus personne qui vient me voir, et puis là que je fais du résultat, il est là. Ouais, j'ai vu la vidéo. Et du coup, il a mentionné quand même que pendant le break, il a roulé que 2 fois. Ouais. En 3 semaines. Donc, Ouais. donc peut-être que cette bonne perf de Dylan, du coup, ça vient du fait qu'il a pu se reposer pendant ces 3 semaines. Après, moi, sur le Pulp MX Show, j'entends quand même plusieurs analystes, entre guillemets, américains, qui pensent que c'est surtout une question de Unadilla et c'est un terrain sur lequel Dylan est fort. Parce que c'est le terrain notamment sur lequel il est revenu sur Jet l'année dernière et il lui a mis la pression jusqu'au drapeau à damier ou presque. Et qui pense que du coup, la semaine prochaine à Butts Creek, il sera de retour à la 6e place, quoi. Ouais, ça se peut. Donc on attend. En tout cas, ça faisait du bien quand même de le voir. Et puis, ouais, pas si loin. Bon, après Sexton, de toute façon, une fois qu'il a mis son 15 secondes d'avance, il a géré aussi. Mais bon, il s'est bien battu. Hunter, qui roulait super bien, il a essayé de résister aussi longtemps que possible. Donc c'était cool. Et je rebondis tout de suite sur Hunter Lawrence.
Parce que tu mentionnais dans le podcast précédent que Sexton sautait plus loin dans les sauts et tout pour gagner du temps. Et j'ai remarqué ça de Hunter, notamment dans la descente où Stewart a atterri sur Carmichael il y a pas mal d'années de ça, que Hunter sautait beaucoup plus loin dans cette descente que Sexton et que tous les autres dans la première manche qu'il gagne. Ah ouais? J'ai pas fait attention, moi j'ai pas remarqué. Ok. Ouais, mais non, bah de toute façon, après, comme j'expliquais dans le podcast précédent, à partir du moment où tu sautes plus loin, c'est que tu arrives plus vite sur la bosse, que tu freines moins, donc tu arrives avec plus d'élan, plus de vitesse. Donc ouais, en plus, pour peu qu'au bout de la descente, ils remettent pas gaz et qu'ils soient sur les freins, bah, ça veut dire qu'il est sur les freins plus tard que les autres. Non, oui, c'est cohérent. En plus, il gagne, tu vois, c'est grâce à ça. Et je pense qu'il a écouté le Brap Show et l'analyse de Mister Brap et il a dit ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, non, mais en plus, dans la descente, alors le plan caméra, on la voyait tout le temps de dos, un peu cette descente, donc on voyait pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai l'impression que quand tu l'enroulais plus comme les autres, tu passais dans une petite portion d'ornière, une petite portion molle au milieu de la descente. Et j'ai l'impression qu'ils zappaient tout ça, du coup, Hunter qui sautait derrière ses ornières. Donc c'est aussi. Ça facilite un petit peu la tâche, quoi. C'est vrai que quand tu peux sauter, surtout qui dit ornière dit que c'est un peu défoncé, ça peut aussi être troué du coup dedans. Donc à ce niveau-là aussi, c'est pas mal quoi d'allonger parfois. Est-ce que tu parles du coup de la petite descente après le virage à gauche assez serré, les pins là? Ouais. Ouais, c'est celle-là où, comment elle s'appelle non, c'est pas Shimoda, c'est l'autre pilote Honda. Ouais, Aimas qui est tombé au bout après la table. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Cette descente-là. Ouais. Et du coup, il sautait presque 2 fois plus loin quand même, hein, Hunter, parce que tu voyais du coup tous les autres qui amortissaient un peu et tout, et lui, non, il se jetait dedans, quoi. Ouais. Avant de... En fait, j'ai été un petit peu vite sur une Nadila, mais je voulais parler un petit peu MX des Nations, parce que ça approche. Alors, je voulais savoir qui tu prendrais pour la France, si tu étais sélectionneur, qui tu prendrais pour les États-Unis, et selon toi, quelle est l'équipe favorite cette année? Donc, évidemment, quelle est l'équipe favorite, ça va être hyper spéculatif parce que on ne connaît pas encore les pilotes qui roulent pour chaque pays, mais donc en prenant les meilleures équipes théoriques. Et l'AMA attend vraiment le retour de Tomac la semaine prochaine. Ils veulent voir Tomac rouler pour pouvoir prendre une décision sur qui ils vont sélectionner, sachant que je crois qu'ils doivent faire une sélection pour Ironman, qui est la dernière épreuve dans 2 semaines. Donc je ne sais pas si en une épreuve, ils vont vraiment voir ce qu'ils ont besoin de voir de Tomac. Mais toi, du coup, tu prendrais qui pour la France et pour les US? Pour la France, je dirais Fèvre, Ferrandis et Vial. Ok. Je pense que, en GP, Renault sur la touche. Du coup, à part ça, je pense que Fèvre est tout seul de ce point de vue-là. Comme mode pilote 450, après, du coup, voilà, si tu enlèves Renault, il n'y a que Ferrandis aux US. Et en 250, pareil, je vois personne d'autre. Benistan est blessé également. En plus, voilà, Benistan est blessé et je pense quand même un peu moins bon que Vial. Donc, comme premier choix, ça resterait Vial, même s'il était présent. Et en plus blessé, donc je pense que le choix est vite fait du coup, en fonction de... Après, c'est toujours pareil, hein, est-ce que les pilotes acceptent? Est-ce que Ferrandi, justement, il veut pas profiter pour vraiment faire une vraie pause, se soigner, je sais pas ce que c'est exactement du coup ce qu'il a, mais... et plutôt faire l'impasse pour pouvoir récupérer. Après, ça dépend un peu des pilotes, sinon on va sûrement avoir un Tixier qui sera là, si besoin, parce que c'est vrai que si tu en enlèves... un ou deux là sur ces 3 là, on va tout de suite chercher plus loin dans les performances quoi. Donc je sais pas, ouais, à part ces 3 là, ce serait ça, et j'aurais même pas d'équipe, enfin je pourrais faire une équipe B, mais difficilement. Ouais, après on a des pilotes de réserve en 250, on a Quentin Marc Prunière, Quentin, je crois pas que ce soit Marc, Quentin Prunière. Et il y a Marc-Antoine Rossi aussi qui lui roule en EMX2, je crois. Il me semble qu'il a fait quelques GP aussi. Donc bon, il roule plus loin, mais bon, c'est des pilotes 250 ils font quand même partie de nos meilleurs pilotes 250 si jamais Dylan ne pouvait pas participer. J'avoue que j'ai du mal à imaginer Dylan dire oui,
cette année pour le Motocross des Nations En en Angleterre. Angleterre, avec un team privé qui n'a quand même pas le même budget qu'Yamaha, qui voulait déjà pas dépenser les sous l'année dernière pour venir. Ouais. Et un Dylan qui en plus physiquement a besoin de se refaire une santé. Évidemment, je parle pas pour lui, mais d'où je me tiens, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer dire ouais, je suis à fond, je vais rouler aux Nations. Ouais. Ouais, mais sinon, oui, l'équipe idéale du coup actuellement, je pense que c'est ça, à moins que Maxime Renault puisse reprendre la moto et je sais pas, avoir au moins 4 semaines de moto avant la course. Et dans ce cas, je pense qu'il peut rester aussi une bonne option, mais c'est vrai que sinon, ouais, Fèvre, Ferrandis et Vial en 250, ce serait notre équipe A. Et pour les États-Unis, tu vois qui? Alors, il y a des rumeurs comme quoi Digan, du coup, serait forfait pour les Nations. Ouais. À cause de sa blessure, je crois, à la main, au poignet ou au pouce, un truc comme ça, qu'il avait Ouais, au contracté, poignet. Donc, a priori, il faudrait retirer. Je sais pas ce qu'ils ont mis, si c'est des broches, des vis ou quoi, mais il faudrait retirer ça ou une plaque. Ouais, donc déjà, si on le supprime en 250, attends, parce que alors là, faut pas se tromper de qui est américain, qui ne l'est pas, et à la fois penser à tous, parce qu'ils sont quand même plus nombreux que les autres nationalités. C'est quoi, Aimas après, ou Kitchen en 250. Ah ouais. Sauf que Kawa n'envoie pas de pilote. Donc en fait, c'est AMS. Ah ouais, non, pas de pilote. Ouais, Kawa, oui, Kawa, ça fait quelques années, depuis même quand Tomac était chez eux, il disait Kawa en 2000, juste avant 2018, je crois, a dit quand l'épreuve n'est pas aux États-Unis, on ne la supporte pas et on n'envoie pas de pilote américain aux Nations. Un peu nul, mais bon. Mais du coup, ok, Aimas. Et en 450, Sexton. Et Ouais. du coup, je dirais Plessinger, quoi. Si, ouais, en fonction de Tomac. Mais bon, là, je pense qu'en l'état des choses, moi, je mettrais quand même plutôt Plessinger. Je n'irais pas à l'aveugle sur Tomac, on ne sait pas ce qu'il en est. Voir justement le week-end prochain ce qu'il fait, mais à la fois je suis quand même pas persuadé de le voir devant. Tu vois, je vois plus faire comme un Rogzen. On voit que Rogzen niveau vitesse, tu vois, en deuxième manche là, ça allait, il a doublé, il avait un bon rythme et tout, mais il a vite faibli et dégringolé. Donc après, c'est sûr que quand tu te dis ça, tu te dis c'est pareil, Rogzen jusqu'au MX des Nations, il a le temps de physiquement, enfin il a montré sur quelques tours, mais il a le temps physiquement de se refaire, etc. Mais est-ce que tu vas privilégier un Rogzen comme ça, admettons un Rogzen américain, un Rogzen plutôt qu'un Plessinger, ce serait dur à avaler, je pense, pour un Plessinger qui toute l'année montre, et puis lui pareil, enfin il y a des moments où il était devant, ça roule quoi. Donc difficile à dire, mais je pense que ouais, d'un point de vue alors aussi bien pour gagner, mais que pour récompenser entre guillemets aussi les pilotes qui ont fait la saison et qui sont là, je pense que je prendrais quand même plus Plessinger. Ouais. À moins d'une perte de Thomas qui arrive et qu'il fasse 1-1 et bon ok, le mec il revient de blessure, il a mis tout le monde d'accord, il a prouvé par lui-même, les autres seraient d'accord aussi pour dire ok, Plessinger il n'a pas gagné une depuis le début et il essaye depuis je sais pas combien d'épreuves, donc voilà, mais à la fois je vois pas non plus un Thomas faire 1-1 la semaine prochaine. Même si Tomac fait un 2-2 mais bat clairement un Plessinger ou un Justin Cooper sur les deux manches, et que bon, c'est évident qu'il est déjà à un meilleur niveau, oui, tu prends Tomac, mais c'est vrai qu'à son retour, je le vois dans le mix avec eux en fait. Je le vois au milieu de Justin Cooper et Plessinger, et pas nettement au-dessus d'eux quoi. Et même s'il les battait la semaine prochaine à Butts Creek, je le vois pas leur mettre 10 secondes à chacun. Ouais, voilà. Même si j'aimerais le voir. Et tout, donc, ouais, je sais pas, compliqué comme choix quand même là-dessus. Et du coup, pour toi, l'équipe favorite? Eh ben, écoute, les Australiens sont pas trop mal, je crois. Parce que c'est qui le troisième pilote avec les frères Lawrence? Eh oui, c'est vrai. Alors, je sais pas du tout. Désolé, je me souviens. Je crois ah, mais si, c'est celui qui est venu justement faire une pige aux US là, en début de saison ou mi-saison. Ah ouais, celui qui roulait à Red Bull là sur la Yam? Oh. Sur la Yam? Ah, c'était une Honda? Ouais, je sais plus. Mais ouais, le mec qui était parti devant, après il a dégringolé un petit peu là, mais et il fait le championnat national. Non, je crois que c'est lui l'autre.
Ok, ok, bah du coup, Il me semble que ouais. c'est lui, là, ouais, c'est un Australien, lui. Et donc lui, ce serait leur pilote 250? Ouais, oui, d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion aussi qu'il est venu faire une pige en 450 aux US, mais il roule en 250 sinon. Enfin, Ouais. le championnat national, du coup, je sais pas s'il le fait en 250, mais en tout cas pour les nations, ce serait 250. Bon bah à vérifier, mais en tout cas c'est vrai qu'en fait avec Jet et Hunter Lawrence, ça fait une grosse équipe australienne. Voilà, plus un joker, donc l'autre il a besoin de faire une perf, si les deux, tout va bien pour les frères Lawrence, il a besoin de faire une perf, et voilà, enfin, il est bien sorti à Redbud, et puis je crois qu'il a fini dans le top 10 quand même, hein, donc juste derrière Dylan, il me semble, un truc comme ça, donc ouais, il était pas aux fraises quoi. Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé aux Australiens, mais ouais, bah au final ça risque d'être, ça va, on devrait avoir quelques équipes quand même un peu dans la lutte quoi. Aux nations, ça va être pas mal cette histoire, hein. Ouais. Va falloir commencer à regarder en vrai si ça coûte pas trop cher d'aller en Angleterre, hein. Ouais, faut Non, regarder les métaux avant parce que ouais, plus en là, vrai c'est moi chaud quand même. ce qui me freine aussi, c'est que quand on y allait en 2017, j'ai passé un très bon week-end. Mais en termes de visibilité, la piste, c'est quand même pas incroyable, quoi. Ouais. Et j'avoue que aller sur des terrains de cross où tu vois juste le bout de terrain qui est devant toi et peut-être deux, trois autres euh, semi-sections, ça me frustre un peu. J'aime bien être capable de tout voir, surtout enfin, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est gâté en France, parce que ce soit Saint-Jean-d'Angély ou Ernée, on voit super bien. J'ai jamais été à Villars-sous-Échos, mais de ce que je vois à la télé, c'est un peu la même configuration où tu as toute la piste qui est sur un versant de montagne et tu as le public qui est en face. Alors, peut-être moins sur un versant qui fait face, mais peut-être plus sur du plat. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne visibilité d'ensemble pour le public. Euh, je me rappelle que Matterley Basin, j'étais quand même pas trop déçu à ce niveau-là. Je me disais, ça va, je m'attendais à pire quand on y était. Mais bon, c'est 150 euros la place pour le week-end pour une personne. Ouais. Je ne sais pas si en Angleterre ils te font payer le parking en plus ou pas. Je sais que nous en France, heureusement non. Quand c'était à Redbud, c'était 80 $ de parking pour le week-end en plus. Il faut le Airbnb, il faut y aller. Donc bon, j'avoue que ça me freine un peu. Puis oui, après, tout ça pour peut-être passer un week-end sous la pluie, quoi. Ouais, alors que dans le Mais canapé, avec une Monster, on est bien mieux. tu prends le petit pass MXGP TV à 25 euros, tu as toutes les qualifs, toutes les manches, en direct et en replay. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Euh, Bah écoute, on suivra ça de près. Mais ouais, je suis curieux de voir qui va être sélectionné pour la France, qui va être sélectionné pour les États-Unis. Et Ouais. ouais, moi j'espère que le Thomas qui va revenir très en forme à Butts Creek. J'avoue que j'ai du mal à imaginer un Thomas revenir, être très rapide, genre sur 3 tours, et puis ensuite physiquement s'essouffler parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais de lui. Ouais. On sait qu'il s'entraîne en altitude, qu'il vit en altitude. Bon, il a repris la moto que du coup il aura 4 semaines de moto, je crois, avant Butts Creek. Mais il a fait du vélo, il avait déjà repris le vélo avant ça. Euh, Tu penses quand même que ouais, niveau endurance, il va en manquer pour toi, ou est-ce que tu penses que il va plutôt rester constant, mais à un rythme plus en deçà de ce qu'on a l'habitude de voir? Ouais, moi, enfin, c'est vrai que Thomas, on le voit jamais partir fort et puis après donner son max et ensuite, bah, si je peux plus, tant pis, je dégringole. C'est un peu tout l'un ou tout l'autre, quoi. C'est soit il est bon, il est devant et il y reste, soit c'est compliqué. Et puis, enfin, on le voit aussi en supercross et puis il va finir 10 ou, enfin, visiblement, c'est un peu, c'est pas trop par rapport au physique que ça se passait en supercross, mais plus par rapport à la moto, quand la moto lui convient ou lui convient pas, quand il est à l'aise ou pas. Mais c'est vrai que je ne vois pas trop partir fort, faire des dépassements comme Roxane l'a fait, et puis ensuite, au bout de 10 minutes, dégringoler. Après, je pense quand même que physiquement, il en manquera quoi qu'il arrive, parce que l'intensité de course ne reste pas la même que celle à l'entraînement. Donc même s'il il a fait beaucoup de vélo déjà, ça maintient, mais le meilleur entraînement reste quand même sur la moto. Et puis après, c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'il avait les pistes défoncées comme Ayun a dit là à l'entraînement. Euh, ils l'ont jamais une piste défoncée comme ça donc non oui je pense pas il soit directement au top et qu'il puisse être dans les 3 premiers à tenir toute la manche sur ce rythme là quoi. Mais à la fois Ok. enfin 3 premiers parce qu'on a Sexton Hunter et derrière ouais c'est Ouais, vrai que c'est le mix on n'a pas de Plessinger. Roxane la semaine prochaine de toute façon. Ouais il est en 250 donc Dans 2 semaines, en tout 50 dans deux ah semaines, et la semaine prochaine il est pas là, Roxane. ok il s'est laissé quand même un petit temps pour s'entraîner sur la 2,5. Mais
Ok. Et du coup, le retour de Roxel et de Cooper Webb. Alors, Cooper Webb était plus ou moins où on l'attendait en première manche. En deuxième manche, malheureusement, il n'a pas pu terminer. Ouais. Mais ouais, le retour a été un peu sans surprise pour Cooper Webb, non? Oui, 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 il était là où on l'attendait. Pas plus, pas moins. Ouais, c'est là que je le voyais. En revanche, Roxen, un petit peu décevant. Alors, c'est vrai qu'il Ouais. l'a dit lui-même, cette année, il revient de blessure. C'est pas comme l'année dernière quand il est venu, mais que avant ça, il était en très bonne forme, qu'il s'était juste reposé un peu, puis qu'il a décidé de venir pour High Point. Là, c'est vrai qu'il revient de blessure, où bah, en plus, c'était une blessure à la jambe, donc il n'a pas mis de poids sur sa jambe, je crois, pendant 7 semaines. Donc, il n'a même pas pu courir ou marcher. C'est pas comme quand tu te fais un poignet, quoi. Même faire du vélo, du coup, j'imagine qu'il pouvait pas. Donc c'est sûr que ouais, tu dois plus perdre de caisse physiquement que beaucoup d'autres blessures. Donc d'un côté, c'est moins que ce qu'on avait pronostiqué, en tout cas toi comme moi, parce que c'est vrai que bon, on connaît quand même le niveau de Roxane sur une moto, mais en même temps, c'est pas si surprenant que ça. Ouais, non, oui, c'est sûr. Parce qu'on avait en tête justement quand il est revenu l'année dernière, et effectivement, il revenait pas de blessure. Là, il revient de blessure, donc c'était tout autre chose. Et en plus, en deuxième manche, j'avoue que vraiment la première manche, je l'ai trouvé un peu quand même en deçà de ce à quoi je m'attendais. Mais en deuxième manche, il a montré voilà, que faire de la moto en motocross, il est très bon. Il a fait plein de dépassements, tout ça. Il était très rapide, très incisif. Il doublait vite. Et après, voilà, ça a vraiment été une perf qui montre que il s'est roulé en motocross, mais que physiquement il en manque parce qu'il a passé cette semaine sans faire de sport, sans rien. Donc c'était logique comme ça. Là, j'ai retrouvé le Roxen, ce à quoi je m'attendais, même si j'avoue que j'anticipais pas forcément de dégringoler autant qu'il l'a fait. Mais en vrai, c'est logique. Donc ouais, sa perf en deuxième manche, elle correspond plus à ce à quoi je m'attendais, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu l'imagines où en 250 dans 2 semaines à Ironman? 5, hein. Ah ouais? Ouais. J'avoue que j'arrive pas. Genre, Je le vois pas devant voir. avec un Digan Vial. Ensuite, je vois Ouais. aussi un Aimas. Alors, Aimas s'est peut-être fait un peu mal là, sur sa chute, vu qu'il a abandonné en deuxième manche, je sais pas trop où il sera. Et même Shimoda, Ouais. tu vois, genre, je pense que ces gars-là, ils sont quand même devant lui. Donc, ouais, je vois plus ouais, peut-être se batailler avec un Kitchen. Et encore, Kitchen, tu vois, quand il se sort les doigts et qu'il roule, quoi, bah, ça finit devant. Donc même là, ouais, je sais pas trop où le situer, mais à la fois, enfin, on va pas s'attendre à. Il revient toujours de blessure, donc il aura eu 2 semaines de plus, et il est sur une moto qu'il a pas roulé depuis des années, donc faut pas s'attendre non plus, ouais. Enfin, il n'y a pas eu de testing, de développement de fait de sa part sur la 250, donc avec une moto en plus qui ne lui correspond pas plus que ça. Bon. Ouais, non, je m'attends pas, même si j'aimerais bien, hein, quand tu vois les grandes lignes, Roxen sur la 250, t'as envie de le voir lâcher du gros scrub devant, mettre la moto à fond. Mais en vrai, on va se rendre à l'évidence et je pense pas qu'il soit devant. Est-ce que tu penses que le fait de faire juste 2 semaines là d'entraînement sur une 250 et une course en 250, ça peut l'aider cependant à avoir un petit peu plus de niaque quand il revient ensuite en 450 pour la première épreuve de super motocross? Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique ou que ça va lui apporter juste autant que s'il continue à rouler en 450? Bon, d'un point de vue du pilotage, je pense pas que ça lui apporte quelque chose vraiment en plus. Après, je pense que c'est plus lui, justement, effectivement, comment il se sent, s'il arrive vraiment à prendre du plaisir, à s'amuser sur la moto, à switcher d'une moto et se faire plaisir dessus. Il sera plus dans un bon mood, à switcher après sur la 450, se faire plaisir. Et quand tu te fais plaisir, que tu t'amuses, tu roules bien, quoi. Donc je pense que c'est plus sur cet aspect-là que ça pourrait lui apporter quelque chose que de se dire ça va lui donner plus de niaque ou quoi, parce que enfin c'est quand même voilà de pilotage différents, ça se trouve pas pareil une 250 et une 450, et que je pense qu'à partir du moment où il remonte sur sa 450, il reprend ses habitudes entre guillemets, tu vois, j'allais pas dire ses défauts, mais il reprend son roulage de la 450. Il sait que la 450 elle se roule comme ça, il l'a roulé pendant des années. Je pense pas que ce soit 2 semaines en 250 qui fasse changer son pilotage derrière, quoi. Enfin, tu vois, en plus je repense à un DV qui disait que tu peux pas rouler en 450 comme tu roules en 250. La 250 tu la mets à fond partout, tu peux prendre les virages un peu sur l'arrière pour chercher la traction, des choses comme ça. Tu fais jamais ça avec une 450, donc c'est presque un apprentissage de rouler en 450. Donc je vois pas un passage en 250
être bénéfique autrement que plus psychologiquement, le fait de switcher sur une moto sur laquelle il s'amuse, de reprendre du plaisir justement avec une moto un peu plus léger, voilà, qui va peut-être mettre un peu plus à fond dans les virages, qui va faire un peu plus crier, voilà, se faire plaisir comme ça et du coup le mettre dans une bonne dynamique et une bonne ambiance avant le SMX et de repasser sur la 450. Mais après, parce que tu vois, je repense notamment à Justin Hill, l'année où il était chez Joe Gibbs et où il avait juste fait Tampa en Supercross 450 alors qu'il était pilote 250 et il avait super bien performé. Et c'est vrai que j'avais entendu Daniel Blair notamment dans un podcast avait dit que lui il pensait que plus de pilotes devraient même s'entraîner, peut-être pas tout l'hiver parce qu'il faut aussi tester ta moto en 450 pour avoir une moto avec laquelle tu es à l'aise, mais qu'une fois que ta moto est testée, faire quelques semaines d'entraînement sur une 250 où tu as moins de puissance parce que ça te pousse à déjà rouler mieux techniquement, tu peux moins te bloquer et repartir, tu peux moins en fait te reposer sur la puissance de la moto et du coup ça t'oblige à rouler un peu mieux et après quand tu as cette puissance en plus, ben, tu arrives à en faire usage pour vraiment être encore plus fort. Ouais. Oui, parce que cette différence-là, on la remarque bien avec la 125 et la 250. Hein. C'est pareil, le 125, si tu coupes, tu bloques l'arrière, c'est fini, tu remets un coup d'embrayage, mais pour ressortir, c'est compliqué, tu es obligé de garder la vitesse à chaque fois dans les virages. Donc c'est vrai que la différence est moins grosse, je pense, entre le 250 et le 450, parce que le 250, c'est pareil, quand tu te bloques, il te retracte quand même, beaucoup moins que la 450. Mais oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est pas bête de faire ça comme ça. Après, est-ce que du coup, quand tu remontes sur la 450, eh ben, tu vas rentrer aussi vite quand même dans le virage que ce que tu le faisais avec la 250 pour pouvoir sauter le triple derrière? Je sais pas si après involontairement, tu vois, tu rebascules pas sur un peu des habitudes de 450 à moins mettre dans le virage parce que tu sais qu'il te faut juste le coup de gaz à la fin et qu'à la fois le supercross il faut être précis, donc compliqué de prendre le virage à fond s'il faut couper sur appel avec la 450. Enfin voilà, tu vois, c'est ouais, je sais pas, mais après c'est vrai qu'il y a Erlins qui l'avait déjà fait, on l'avait déjà vu s'entraîner pendant l'hiver dans le sable aussi en 250, switcher comme ça d'une moto à l'autre, donc ouais, j'avoue que je le voyais plus sur un point de vue justement de pas se lasser en fait, de rouler tout le temps sur la 450 et faire un peu autre chose, tu vois, mais en soi oui, c'est vrai que avec le 250 tu es obligé de beaucoup plus garder la vitesse pour passer les obstacles, donc de ce point de vue-là, ça peut être bénéfique pour quelqu'un qui aurait tendance à s'endormir un peu sur la puissance du 4,5. Après, c'est peut-être que juste 2 semaines sur la 250 pour Roxane, c'est peut-être pas assez pour créer de nouvelles habitudes de pilotage encore meilleures. Et juste, ça va peut-être juste avoir l'impact psychologique dont tu parles, effectivement. Ouais. Bon, bah écoute, on a parlé de nos revenants, mais on va parler un petit peu de notre Sexton, parce que tu me dois un grec. Parce que quoi? Tu me dois un grec. T'avais dit qu'il allait 80% de chances qu'il gagne toutes les manches, et voilà, bon, il a gagné le général, mais il a perdu la première manche, Sexton. Ouais, mais on ne semble pas qu'on ait parié à un grec déjà, et puis en plus, quand je dis 80% de chance, il y a quand même 20% qui fait que potentiellement il peut ne pas tout est gagné, et surtout que, enfin, je veux dire, on a dit ça avant ce week-end-là. Oui. De quoi on a dit ça avant ce week-end-là? Qui pouvait gagner s'il allait toutes les gagner ou pas, et que j'ai donné mon pourcentage. Ouais, t'étais resté à 80% après Washougal où il avait gagné. Ah ouais, j'y étais resté, ok. Et parce que du coup, là, il reste quoi? Avant, enfin en comptant celle qui vient de se passer, il reste 6 manches. Ouais, c'est ça. Donc, et il avait gagné 7 de suite avant les. Ouais. La parce que là, s'il a perdu une et puis qu'il gagne encore les 3 dernières, du coup. Non. Bah là, du coup, il reste 4 manches et il en a gagné une, donc ça ferait 5 de suite. Ouais. 5 sur 6, ça fait combien de pourcents? Oh là. Là, mettre 6 sur 100 de tête, alors qu'on on est enregistré en plus, j'ai l'impression, faut pas que je me trompe. Ouais, je peux pas te dire, je sais pas accès à ma calculette. Quoi? 500 divisé par 6 qu'il faut faire, non? 500 divisé par... Ouais, peut-être, ouais. Ouais, 500 divisé par 6, ouais. Bon, allez, on va pas faire des maths trop compliquées pour nous, mais non, on n'avait pas parlé de grec. Mais ça va, du coup, t'as pas trop pleuré après la première manche à Unadilla? Non, mais trop d'erreurs encore, parce que c'est vrai que quand ils en parlaient, je crois, les commentateurs, que c'est pas le même quand il est devant que quand il est derrière, et
Et c'est vrai, il pousse trop quand il est derrière, alors qu'il roulerait, je pense, comme quand il est devant, comme il l'a fait dans la deuxième manche, tout seul au début, poussé comme ça. Mais il se concentre que sur lui, pas sur le mec qui a devant. Tu vois, on revient à ce que je disais avec Jet devant. Quand il a Jet devant, il pense plus à Jet qu'à lui, ses trajectoires, sa façon de rouler, etc. Et ça lui cause des erreurs. Hein. Elle a failli s'en mettre une bonne, là, juste, bah, je crois que c'est dans le dernier tour, là, dans cette épingle à droite, dans l'ornière à l'inter. Et il a eu des moments un peu chauds comme ça, plusieurs fois. On peut partir en avant justement sur la table, aussi, juste avant, là où est tombé Aymaz. Donc, oui. Donc ouais, sans ces erreurs-là, parce que pareil, il fait cette grosse erreur, je crois, dans le dernier tour, et quand même, il est presque dans sa roue à l'arrivée, au final. Donc il était au-dessus encore, mais après, ils le font tous, de faire des erreurs quand ils sont derrière le pilote et qu'ils essayent de rattraper, parce que Jet en supercross, c'était la même chose. Alors peut-être pas en motocross, parce que Jet, il sait déjà que de toute façon, il a un méga avantage et qu'il a le temps. Mais enfin, DV, il en a parlé plusieurs fois que Jet, quand il est derrière et qu'il pousse, là d'un seul coup, il commence à faire des erreurs et tout, et que c'est pas la même chose que quand il est devant et qu'il est en contrôle. Oui, c'est sûr, mais moi je pense que Sexton, c'est juste du point de vue, parce que Jet, je pense que quand il était deuxième en Supercross, il essayait quand même plus que ce qu'il fait quand il part devant, et que du coup, il a plus qu'à gérer s'il y a un mec derrière qui arrive, en remettre un petit peu ou pas, tu vois. Je pense que quand il part derrière huitième en Supercross, il se dit, faut que je m'active vraiment, donc je vais pousser plus, je vais repousser le freinage, je vais amortir encore plus les sauts. On le voyait se mettre court, oui, sur des trips qu'il amortissait. Je pense qu'il essaye plus. Sexton, c'est pas vraiment je pense que s'il roulait comme quand il est premier, il reviendrait, il fondrait sur Hunter et il finirait par le doubler. Sauf que vu qu'il est deuxième, il se dit, il faut que je m'active, et ça, en fait, je le ressens aussi en tant que pilote du dimanche matin, tu vois, c'est pareil. J'avais déjà fait le comparatif une fois, j'avais fait un tour où je me suis dit allez vas-y je pousse, j'essaie de mettre gros gaz à fond et tout partout, et au final j'allais moins vite que quand je m'appliquais à rouler propre, tout debout, laisser couler la moto, fluide, tu vois, ça roulait moins vite. Pourtant moi de l'intérieur, et je pense même de l'extérieur, t'avais plus l'impression que tu t'es dit oh ce tour là je suis allé plus vite, j'ai montré le coude en bas et tout, je montrais de l'agressivité, du rupteur en l'air et tout, donc tu te dis ça va plus vite. Et en fin de compte, non, pilotage technique où tu laisses fluide, tu freines moins fort et du coup, tu laisses plus glisser la moto, tu gardes plus de vitesse, ça fonctionne mieux. Et Sexton, devant en deuxième manche, on ne voyait plus à l'écran déjà. Et il avait mis boulevard. Après, tu roules comme ça. Au premier tour déjà. Et voilà, et là, il n'était pas dans une optique, faut que je bombarde, faut que j'aille chercher le mec de devant, faut que je me surpasse. Non, je suis tout seul, je m'applique sur moi et j'ai juste à me concentrer sur moi, il n'y a personne devant. Et lui, je pense vraiment que du coup, il roulerait comme ça. Et il n'a pas besoin d'en faire plus. Alors qu'au final, là, il est deuxième, il se dit, il faut que je récupère celui de devant, il faut que je revienne dessus. Et donc, il se retrouve à faire des petites erreurs, des glissades à certains endroits. Je pense qu'il se déconcentre, quoi. Il est moins focus sur son pilotage et c'est moins efficace, du coup. Ouais. En deuxième manche, tu vois la bosse où Shimoda est tombé. Shimoda oui. Et Sexton, je trouvais qu'il était tellement gracieux, il ouvrait bien son entrée dans le virage, et du coup la bosse était moins grosse, il l'enroulait en la scrubant un petit peu, puis c'était tellement fluide, c'était vraiment majestueux. Et je trouvais même qu'il aurait peut-être dû faire un petit peu décoller les roues, parce que des fois je trouvais que les roues elles glissaient justement sur cette bosse, vu qu'elle décollait presque pas en fait, elles survolaient, elles étaient en surface, c'est vrai que t'as l'impression des fois, une petite glissade était vite arrivée quoi. Ouais, mais vraiment sublime, j'ai trouvé. Je trouvais que, de toute façon, tout son pilotage, dans le deuxième manche était magnifique, mais je trouvais que vraiment sur ce passage-là, c'était l'endroit où vraiment ça prenait toute son ampleur, où tu le voyais, quoi. Ça crevait les yeux, quoi. À cet endroit-là, c'était juste trop beau de le voir prendre. C'était tellement fluide, puis la tête qui bouge pas, tu sais, t'as tout le corps qui bouge un peu en dessous de la tête. T'as limite l'impression que, tu sais, ils ont fait comme des fois, tu vois sur Insta, les vidéos, et ils te mettent un lock sur la moto, et du coup tu vois un peu tout qui tremble autour parce que la vidéo elle reste collée sur le pilote. Là limite tu avais l'impression de voir ça, mais sauf qu'il n'y avait pas de logiciel de tracking, quoi. C'était vraiment magnifique. Est-ce que tu as été surpris de la performance d'Hunter Lawrence en première manche, lui qui avait quand même du mal physiquement avant le break? Un petit peu, mais parce que nouvelle moto surtout, plus par rapport à ça que par rapport au physique, parce qu'effectivement du coup 3 semaines ça te laisse le temps quand même de récupérer, c'est assez long 3 semaines, donc quand
quand t'es en fatigue ou au contraire, justement, pour peaufiner un peu la préparation, ouais, 3 semaines, t'as le temps de planifier des choses. Donc ouais, non, plus par rapport au fait que ce soit une nouvelle moto et qu'il ait pas roulé énormément avec. Alors, je sais pas combien de fois, je sais qu'il a fait des tests déjà il y a bien longtemps, enfin, juste ne serait-ce que pour montrer la nouvelle moto, justement, faire un petit coup de pub. Mais je sais pas quel a été son temps de roulage dessus. Et que quand tu switches sur une nouvelle moto, qui apparemment a quand même pas mal de modifs, enfin, plus que juste les ouïes qui sont pas très jolies. Donc ouais, c'est plus ça ce qui m'a surpris. Ouais, alors il y a quand même, moi j'entends deux sons de cloche différents vis-à-vis de la nouvelle moto parce que d'un côté j'entends que la 2025 c'est en fait en production ils ont fait ce que la moto d'usine de Jet Hunter avait déjà l'année dernière, surtout au niveau du châssis, et que du coup il n'y a pas tant de différence que ça entre la moto que lui pilotait, sa version de la 2024 et la 2025, il n'y a pas tant de différence que ça, donc certaines personnes disent qu'il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Et d'un autre côté, il y a le team manager de chez Honda qui disait que sa plus grosse inquiétude, c'était qu'il ne soit pas aussi performant sur les départs, parce qu'ils avaient vraiment bien réglé l'ancienne au niveau des départs, qui partaient tout le temps comme des fusées, et qu'il avait un petit peu peur que du coup leur départ soit moins bon. Et bon, s'il a peur que leur départ soit moins bon, c'est quand même que la moto est différente, du coup, s'ils doivent retravailler là-dessus. Ouais. Donc je ne sais pas à quel point, en fait, la moto que lui pilote, sa 2025 versus sa 2024, à quel point est-ce que c'est différent et à quel point, du coup, est-ce qu'on peut attribuer la surperformance, entre guillemets, à la moto, ou si c'est juste lui qui a retrouvé sa forme du début de saison, en fait. Ouais. Je voulais aborder le sujet Nichols-McElrath, parce que McElrath a du coup été tout simplement renvoyé de chez Hep Suzuki. Et Hep Suzuki, qui avant même de renvoyer Shane McElrath, avait engagé Colt Nichols, je crois pour l'année prochaine et du coup pour le reste de cette année aussi. Nichols, qui on en avait déjà parlé, avec quitté Beta. Et donc Nichols, lui, a commencé avec Suzuki à Unadilla, alors que McElrath, qui était présent à Washougal il y a 3 semaines, lui a été envoyé et a du coup commencé avec un nouveau team qu'il a récupéré entre-temps, qui est le team privé Kawasaki, dont je n'ai pas noté le nom, donc je ne vais pas me risquer de vous dire lequel c'est, parce que je vais me planter, c'est sûr. Mais ce que j'ai noté, en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que McElrath ne performait pas à la hauteur des attentes, de ses propres attentes et des attentes de Suzuki en outdoor, et Suzuki lui a dit le mieux, en fait, reste chez toi pour le reste de la outdoor et reviens pour le super motocross, parce que de toute façon on n'arrive pas à te mettre à l'aise. C'était aussi un petit peu il y a le point de discorde, c'est qu'il ne trouvait pas de confort sur la moto en outdoor, McElrath. Donc Hep Suzuki lui a dit reste chez toi les 3 dernières épreuves d'outdoor et reviens pour le super motocross. Et McElrath, il voulait pas. McElrath, il a dit non, moi je suis engagé pour faire tout l'outdoor. Certes, je ne performe pas à la hauteur de nos attentes, mais moi j'ai encore du travail à faire et je veux le faire. Je veux rouler en outdoor. Et il m'a dit non, si c'est comme ça, je suis désolé, mais fin de contrat, c'est fini. Donc c'était fin de contrat pour lui. Il a trouvé l'autre team, le team Kawasaki, et il a démarré donc tout de suite à Unadilla. Il fait 16e et 13e de la première et de la deuxième manche. Colt Nichols, lui, qui avait un peu plus de temps que McElrath, donc il a eu plus de roulage sur la Suzuki que McElrath sur la Kawa, fait 23 et 14, il finit juste derrière McElrath en deuxième manche. Et là où je veux en venir, c'est que pour Suzuki, au final, c'est un peu... c'est pas terrible en termes d'image, quoi. D'avoir McElrath qui, au final, les bat tout de suite après s'être fait renvoyer, et alors que leur nouveau pilote se fait battre en fait par McElrath. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, écoute, j'avais pas eu vraiment ce son de cloche là. Moi, j'ai juste vu l'interview en fait de McElrath qui disait il y a toujours des nouveautés dans la vie, je crois, et la mienne aujourd'hui, c'est de me faire renvoyer. Donc ouais, j'avais pas eu ce son de cloche où il avait dit en gros, il avait suggéré ci, ça, et du coup lui donner une possibilité de rester dans le team. Je pensais qu'il s'était vraiment fait virer, quoi. Tu performes pas, tant pis, hop, salut, direct. Donc bon, ils m'ont quand même laissé une autre option. Après, ouais, c'est sûr que pour des questions de performance, quand ensuite tu alignes un autre pilote qui fait moins bien, ça la fout un peu mal.
Après, j'imagine que eux, tu les questionnerais dessus, diraient Nichols, il vient d'arriver, c'est une nouvelle moto pour lui, il sort du programme Beta là, enfin, je sais pas ce qu'il a fait avec Beta. Et de blessures. Ouais, voilà, donc bon, il te le justifierait et il se dirait que je pense qu'à l'intérieur des locaux, c'est pas la panique, c'est putain, qu'est-ce qu'on a fait et tout, c'est, ils diront, on a une marge de progression avec Nichols et ça va aller mieux et l'année prochaine ça va être bon, ça va être peut-être même meilleur du coup qu'un McElrath, mais ouais, non, c'est sûr que c'est moche de rompre un contrat plus tôt sur des performances et d'inviter un pilote justement à rester chez lui, quoi. Plutôt que de terminer, donc c'est ouais, pas terrible, surtout en plus j'ai envie de dire, surtout pour un team comme ça, tu vois, tu serais Honda, HRC, Star Racing où t'alignes des pilotes qui gagnent, qui sont devant, tu vois, t'es super directif, strict, la contre-performance c'est pas possible, machin, ok, quand t'es à HEP Suzuki, t'as encore un kick, tu te tais, quoi. Tu te laisses rouler ton pilote. J'ai envie de te dire. Ouais, c'est pas faux. Alors en vrai, il faut savoir que Nichols, il prend pas la place de McElrath. Hein. À la base, ils étaient censés garder les deux. Mais oui, mais budget, encore une fois, c'est sûr que c'est le budget. Quand ils disent, du coup, Nichols, il commence et McElrath, tu fais pas de résultat, reste chez toi. C'est que parce qu'ils n'ont pas le budget d'aligner les deux. Sinon, autant mettre les deux, doubler ses chances d'avoir un bon résultat, que ce soit l'un ou l'autre, quoi. Tu vois, enfin, je pense que tous les teams, si tu parles pas d'argent, plus tu peux mettre de pilotes, mieux c'est, plus tu as de chances de performer, plus tu as de chances de te montrer. Si tu vois que des Suzuki derrière le plateau, c'est bon pour Suzuki. Enfin, il n'y a aucun intérêt à mettre l'un plus que l'autre. Et donc c'est pour ça que je dis oui, et mettre du coup Nichols à la place de McElrath. Parce que de toute façon, quand ils signent Nichols et qu'ils disent à McElrath, c'est terminé, c'est bien que l'un a quand même un peu pris la place de l'autre, même si à la base, le but était de garder les deux. Ouais. Mais donc voilà, c'est ça. Et donc en fait dans les intentions c'est pas ça, mais c'est vrai que moi je me suis dit en apparence ça la fout vraiment mal au final pour Suzuki parce que c'est nul et en plus au final ils se font battre et limite McElrath tu vois, enfin je crois qu'il a roulé 2 fois avec la Kawa avant de faire la course et ça lui donne t'as juste envie de dire en vrai McElrath il est un peu chaud et la Suzuki c'est ce qui l'empêchait de performer, tu vois. Après, je pense que du côté du team EP, probablement que si McElrath n'était pas à l'aise, il devait un peu se plaindre à huis clos de la moto. Et peut-être qu'au bout d'un moment, c'est frustrant. C'est genre, écoute, nous, on fait de notre mieux et t'es toujours pas content. Donc, à un moment donné, ouais. Casse-toi. Oui, aussi, c'est vrai qu'on n'a pas tous les sons de cloche, quoi. Hein. On sait pas ce qui se dit. Ça se trouve, McElrath, et puis c'est pareil, ça se trouve, McElrath, t'as le genre de pilote qui fait chier. Hein. Il y en a des pilotes comme ça qui sont jamais contents, pour qui ça va pas, etc. Et puis c'est vrai que quand t'essayes, ça ne va pas, écoute, ciao. Hein, donc ouais, on sait pas tout, mais c'est vrai que de l'extérieur, et la preuve, c'est que moi j'avais que eu déjà le son de cloche de McElrath de base, et qui disait juste, je me suis fait virer. Et je crois qu'il disait parce que peut-être je performais pas assez, ou je sais pas s'il l'avait dit, il me semble que je l'avais entendu ça quand même. Mais voilà, en gros, c'était juste je me suis fait virer parce que je performe pas. C'est sûr que quand tu le dis comme ça, déjà, tu te dis, c'est des bâtards, Suzuki. Et puis après, c'est dur quand même. Quand Suzuki te disent on a quand même suggéré de se reposer et pour revenir après, enfin nous on voulait le garder. Déjà ça apaise un petit peu. Après c'est vrai que ça empêche suggérer de rester chez lui alors qu'il est motivé à rouler. Et donc c'est clairement, s'ils lui disent reste chez toi et il savait que Nichols, comme je disais, le but, s'ils avaient le budget pour mettre les deux, tu veux rouler, formidable, vas-y, roule du coup, même si tu te plains de la moto, on continue de donner notre mieux, tu continues de t'en plaindre, mais tu nous mets quand même une Suzuki derrière la grille, pas trop loin du top 10, quoi. Ouais, c'est clair, mais oui, il paraît que ça coûte quand même plus de $2000 pour le team de mettre une moto sur le terrain et tout, donc ouais, pour faire, je sais pas combien il faisait, je crois qu'il y a eu quelques manches où il n'a même pas marqué de points, McElrath, mais bon, ouais. Oui, moi je trouve ça quand même, c'est vrai que le contrat c'est un engagement des deux parties de participer à toutes les courses, donc à un moment donné, je pense pas que le contrat il stipulait, s'il y a 3 manches où tu marques pas de points, on a le droit de te dire de rester chez toi à la fin, tu vois, donc bon, un petit peu nul, mais écoute, j'espère pour McElrath qui va rebondir, hein, qui va rebondir comme il l'a fait là un petit peu à Unadilla et qui va continuer à progresser, se rapprocher du top 10, ce sera bien pour lui. Y a encore quelques sujets que je voulais aborder, notamment Cooper Webb qui donc est tombé en deuxième manche. Il n'en a pas trop parlé sur les réseaux, mais j'ai entendu dire
que que en gros il a fait exactement la même chute qu'à Birmingham et qu'il espère qu'il n'a pas fait exactement la même blessure, quoi. Et Ah ouais. qu'il attend les examens complémentaires. Ce qui serait vraiment dur quand même. Première course de retour et tu reblesses le même truc, les boules de fou, quoi. Ouais. C'était ligament ulnaire, c'est ça? Ouais, dans le pouce, ouais, ligament ulnaire dans le pouce. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand je le voyais se tenir à la main, enfin, ne pas mettre la main sur le guidon, il ressortait exactement comme quand il s'était blessé, quoi. Donc, enfin, à chaque fois qu'il terminait les courses, là, il avait la main comme ça. Donc, ouais, j'espère pas non plus. Mais il me semblait que j'entendais dire justement qu'il serait quand même là la semaine prochaine, du coup. Ben, il me semble que c'est ce que j'ai vu sur son Insta, donc Ouais, c'est lui, je ouais, qui sais dit ça. pas trop. Écoute, on va suivre ça un petit peu cette semaine, voir s'il y a plus de news ou s'il revient et qu'il casse tout à Butts Creek. Bon, je pense pas qu'il cassera tout, mais Non. Plutôt le pouce, peut-être, mais. Butts Creek, la semaine prochaine, Tomac revient. J'ai Ouais. entendu dire que Tomac allait participer à toutes les épreuves à toutes les épreuves du World Supercross aussi. Ah bon? Ouais. Alors, de toute façon, je crois qu'on devrait avoir un communiqué dans la semaine, ou peut-être juste avant Butts Creek, vis-à-vis de Tomac, qui annonce que Tomac roule bien chez Yamaha l'année prochaine, en 2025. Et ils vont nous dire si c'est pour toute la saison ou si c'est juste Supercross avec une option pour le reste. Et je pense qu'ils nous diront à ce moment-là aussi si c'est bien officiel qui fait tout le World Supercross. Mais on a un calendrier pour le World Supercross, du coup, là, parce que moi, je sais plus où ça en est, ça. Hein. Ils ont Ah commencé un truc, oui, ils l'ont jamais terminé. Et... alors ils ont changé de CEO, ils ont des nouveaux investisseurs, euh, Mais et là, il il y y avait a une un saison en cours, calendrier. non? Non, non, là, il n'y a pas eu d'épreuve cette année encore. Ah, ok. Je croyais qu'on Et avait donc, commencé un truc. la première épreuve est en octobre, et puis les deux, donc ça va être 3 épreuves cette année. Euh, alors, il y en a deux non, il y en a une, c'est sûr, aux Émirats Arabes Unis, je ne sais plus exactement quelle, quelle île ou pays des Émirats Arabes Unis. Mais il y en a une, la finale se passe là-bas. Il y en a une en Australie ou deux, je sais plus. Peut-être deux en Ok. Australie. Mais ouais, alors ils ont changé de compte Instagram. Donc si tu étais abonné à leur ancien compte Instagram, en fait, faut savoir que ouais, ça a switché. Et dessus, il y a le plan, on pourra regarder ça et en parler plus précisément la prochaine fois. Mais c'est cool et je pense que c'est bien pour Thomas parce que ça lui permettra de venir d'être plus prêt quoi, pour attaquer Anaheim 1 parce que c'est vrai qu'au final cette année il a manqué de roulage quand même avec cet été où il a été encore absent. Ouais, 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 c'est vrai que ça fait des courses en plus. Après, si c'est des terrains typés Arena Cross, je pense qu'il est mieux chez lui à s'entraîner sur son terrain que de venir faire la course contre Kings Freeze. Mais, C'est mais bon, clair. ça fait du départ, ça donne de l'intensité, ça fait des sous. Ouais, Surtout. aussi clairement. Donc, ouais, ok. Bon, Unadilla 450, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais dire ou on a fait le tour? Non, bah, écoute, à part le dépassement de Ferrandis sur Roxen en deuxième manche dans l'Inter là, avant la montée infernale, il était bien sympa, agressif, avec de la vitesse, de l'angle dans l'Inter, j'ai bien apprécié. Ouais, bah, Ferrandis, il a jamais manqué d'agressivité pour le coup, hein. Ça, moi, c'est vrai que c'est le truc que j'aime bien avec Ferrandis, c'est que même quand il performe pas, bon là, on le voyait pas à l'écran, mais d'habitude, en tout cas, tu vois qu'il se donne quand même. Et je me rappelle de lui aussi aux Nations à Redbud. Il n'avait pas fait une super année. Bah, déjà, il avait été beaucoup absent. Ouais. Et tu vois qu'à Redbud, il s'arrache quand même jusqu'au drapeau à damier, quoi. Même dans le dernier virage et tout, il va tout donner jusqu'à la fin. Et puis même quand il est tout seul et scellé, il va continuer de pousser pour essayer de rattraper le mec qui est devant, même si le mec devant il est à 11 secondes. Et peut-être qu'il ne le rattrapera pas, mais tu vois qu'il essaye, quoi. C'est vrai. Catégorie 250. Allez, commençons avec notre Tom Vial national. Clément, je te donne la parole. Ouais. Ouais. Bah, une chute en première. Je crois qu'il n'est pas revenu dans les points. Et il a dû faire un arrêt au stand aussi pour redresser non, le guidon, un truc comme ça. Ouais, non, Il il a semble qu'il a fait un- fait un arrêt au stand pour la Ouais. moto. Voilà. Et du coup, je crois qu'il marque pas de points dans la première.
Et la deuxième, on l'a pas beaucoup vu à l'écran, je crois. C'est moi qui me souviens plus. Bah non, bah déjà du coup place sur la grille pourrie et Ouais. il a pas fait un super départ. Il était dans les 10 quand même, mais genre 8 ou 9 j'ai envie de dire. Ouais, mais pas trop loin, il était juste derrière Digan, il me semble, hein, au début, parce que Digan, c'est pareil, il est pas super bien, Mhm. super bien parti, quoi, il est pas parti premier, et il me semble qu'ils étaient pas loin l'un de l'autre au départ, du coup. Ouais, c'est possible. Et en toute honnêteté, je sais même pas combien il a fini de la deuxième manche. Et ben, en dehors du Digan. podium, mais alors est-ce que c'est 4 ou 5? Donc je sais plus non plus. Ok. C'est peut-être 4, je sais plus. Mais du coup, ouais, voilà, après on l'a pas vu à l'écran, donc bah forcément un peu décevant. Après, je pense que là, la fin de saison pour Tom, c'est un peu comme Ferrandis, mais pas trop pour les mêmes raisons, quoi. Il, il veut finir un peu vite, je pense, et passer à autre chose, parce que là, je pense que ça commence à être dur d'enchaîner les épreuves sans victoire de général. Donc, ouais, et puis, enfin, visiblement la moto, c'est pas trop ça. Donc, parce que j'entendais encore justement dans le podcast avec Sorby, qui est apparemment très copain avec la famille Vial, qui disait que tu mettais un Vial sur la YAM, c'était autre chose. Donc bon, visiblement, ils ont un peu de mal avec la moto. Ouais, moi je sais pas, hein, je suis pas sur la moto, donc je sais. Et puis lui, il va pas dire franchement non plus. Enfin, il l'a déjà dit franchement dans une interview que les YAM, elle marche, sans trop nous dire, ouais, ma KT c'est de la merde. Mhm. Mais du coup, ouais, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'en deuxième manche, en partant juste derrière Digan, je m'attendais à ce qu'il remonte quand même sur le podium, quoi. Mais ça l'a pas fait, ouais. Je sais pas. Ouais, bah c'est vrai que je trouve ça quand même surprenant qu'ils reviennent même pas dans les points en première manche. Après, moi je trouve que c'est important de continuer à se donner et s'impliquer psychologiquement dans les deux dernières épreuves pour essayer d'être vraiment le plus affûté, que ce soit physiquement ou réglage de la moto ou techniquement pour la première épreuve du super motocross qui va arriver que 2 semaines après le dernier outdoor. Quoi. T'as pas le temps de souffler un petit peu et de repartir à l'entraînement derrière. Quoi. Ça va s'enchaîner très très vite. Donc je me dis qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut continuer à au moins essayer d'aller chercher une victoire de général. Quoi. Donc bon, c'est dommage. C'est vrai que Unadilla, tout le monde dit que généralement ça favorise un peu les pilotes européens et Vial, bah, on n'a pas tellement vu ça ce week-end. Après, je crois qu'on n'a pas tellement vu ça non plus l'année dernière de toute façon. Après, c'est peut-être juste pour lui, c'est peut-être pas tellement une piste qu'il affectionne. Hein. C'est possible. C'est vrai que, un peu à l'image de Ferrandis, en fait, je trouve que la saison est de plus en plus décevante au fil des week-ends en motocross pour Vial. Bah ouais, bah parce que je pense que enfin quand t'as un week-end de déception 2 3 4 à la fin, ouais, tu te dis bah c'est vraiment décevant, quoi. Il m'a pas déçu juste une fois, donc je pense que c'est parce qu'en soi ses résultats, du coup, enfin il y a eu plein de chutes plein de fois, et donc à chaque fois qu'il chutait, bah hop, il revenait peut-être un peu 5 un truc comme ça. Là il a chuté dès le début, il a dû faire un arrêt au stand, donc encore plus loin. Mais ouais, effectivement, je pense que lui-même, hein, doit être le premier déçu, C'est et sûr. ouais, j'ai l'impression qu'il en met beaucoup sur la moto, parce que tu vois, c'est aussi le retour qui en sort de la bouche de Sorby, donc ils en mettent beaucoup sur la moto, et je comprends pas ça. C'est que, enfin, je pense que je sais pas du coup jusqu'où il faut remonter pour voir la problématique de la moto, mais enfin, je veux dire, ils ont des ingénieurs qui bossent dessus et tout, avec des budgets, enfin, ils ont tout ce qu'il faut. Je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à faire une moto performante par rapport à la YM, par exemple, tu vois. Euh, je sais pas. Ouais, surtout que sa moto change pas par rapport à celle de l'année dernière, je crois, en 250. Il doit avoir probablement l'option d'avoir le châssis comme Sexton de la 2025, mais s'il veut rester sur sa plateforme de l'année dernière, je pense qu'il peut. Et en fin d'année dernière, et surtout aux Nations, a priori, aux Nations, il était venu avec sa moto américaine, de ce que j'avais entendu dire. Et, euh, et il a été hyper fort. Alors, c'est vrai que j'avais entendu de base qu'il était venu aux Nations avec sa moto américaine, et je sais plus où, mais il me semble que j'ai entendu ensuite l'inverse quelques mois plus tard Ouais, ailleurs. j'ai le doute là. S'il Du a roulé coup, avec sa moto plutôt avec les setups d'Europe là, ou américaine. ouais, du coup, j'en sais rien,
Mais ouais, quand tu es dans un team usine KTM, en plus, enfin, tu vois, moi j'avais vu l'interview où il disait il y a plus de motos qui marchent bien. Alors oui, la YAM, elle a plus de puissance et elle marche super fort, mais tu vois, enfin, les Kawa et les Honda, elles marchent très bien aussi. Et je pense que la KT, à un moment donné, il y a moyen de la faire fonctionner correctement, tu vois. Je trouve que enfin, se plaindre de la moto, pourquoi pas, mais à un moment donné aussi les décisions, normalement, c'est le pilote qui les prend. Hein, c'est le pilote qui communique ce qu'il ressent sur la moto et qui dit oui, on va avec telle option ou on va avec telle option quand il teste. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est pas du tout une excuse, mais à un moment donné, ça devient lourd. Mais surtout que en plus, mais le pire c'est que c'est pas tant suspension tout ça hein, qui se plaint, ouais, ça a plus cette puissance moteur quoi. Quand il dit la YAM elle marche, c'est pas dans les suspensions dans les trous elles sont incroyables. Enfin je veux dire c'est pareil les suspensions, mais un kit Kayaba sur ta KT, hein, je crois qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Donc Oui, Chase. voilà. Donc voilà, c'est pas suspension, genre c'est vraiment moteur et comment à ce niveau-là ils peuvent pas sortir un moteur avec plus de watts. Enfin je veux dire on a Ferrandis qui avait testé la moto enfin qui avait testé le moteur je crois de Tomac justement et il avait dit ouais, il y a beaucoup trop de puissance donc on en enlève. Voilà sur un moteur ils sont capables d'en mettre, d'en enlever donc ouais ça me surprend un peu. Après je sais pas exactement comment ça fonctionne, ce qui se passe dans les coulisses mais c'est vrai que tu entends beaucoup autour de la moto. Donc bon, c'est compliqué, c'est problématique parce que bon, l'année prochaine il est encore KT et que je sais pas s'il aura. Enfin, remarque, ça se trouve. Bah non, parce qu'après il est obligé de monter en 450, on a dit, mais t'as dit que la règle était sur le point de changer. On a des nouvelles de ça ou pas? Non, j'ai pas eu de nouvelles. De ce que j'ai entendu dire, la règle allait changer pour lui permettre de rester jusqu'en 2026 inclus. Mais bon, pour l'instant, de ce qu'on sait, il va falloir en 2026 passer en 450 pour Sexton, pour Vial. Ouais, donc en plus j'allais dire, tu vois, si jamais ça un switch sur la YAM, c'est même pas envisageable en fait, parce qu'après c'est en 450, donc c'est compliqué là. Ouais, oui, non, puis Digan, je pense, va passer en 450 assez rapidement. Est-ce que tu penses que Digan fait l'outdoor en 250 ou en 450 l'année prochaine? Euh, je pense encore en 250, hein, parce qu'à mon avis, tu crois que s'il gagne Supercross l'année prochaine, il monte en 450 l'année suivante? Euh, il a l'air d'avoir quand même envie de monter assez vite hein, en Ben, 450. c'est ce qu'il disait, tu vois, et puis je t'ai dit, avec la façon dont il a géré après le Supercross, j'ai l'impression que ça l'arrangeait de rester un peu plus et qu'au final, bah, pas brûler les étapes, prendre des sous, des titres en 250 et pas brusquer non plus la montée, quoi, pas l'anticiper de trop. Je sais pas, moi du coup je le verrais bien, s'il gagne une Supercross, peut-être défendre quand même l'année suivante, donc peut-être faire Supercross, Motocross, Supercross et Motocross 2026 en En 450. 450. Ouais, je pense que sa montée en 450 va dépendre de Tomac aussi, en fait. Si Tomac arrive à fin Supercross 2025 et dit l'année prochaine je roule pas, peut-être que du coup Digan monte en 450 pour l'outdoor et pour être en Supercross 450 en 2026. Et en revanche, si à fin Supercross Tomac dit ouais je me vois rouler en 2026, bah, peut-être que là du coup il retarde un peu sa montée en 450 parce que de toute façon chez Yam ils n'auront pas de place pour lui. Ouais. Ouais, je vois bien défendre quand même avoir 2 titres Supercross avant de monter en 450. Et du coup, toi, si Digan gagne le Supercross et le Motocross l'année prochaine en 250, 2026, tu monterais pas en Supercross 450? Bah. Ouais, non, je ferais encore le Supercross pour défendre et ensuite le motocross en 450. Ah ouais, ok. Et ce qu'avait fait Jet. C'est ce qu'avait fait Jet, mais c'est pas ce qu'a fait Hunter. Ouais. Parce que Hunter, il en a eu qu'un du coup de titres Supercross Hunter, il a eu. en 250. Ouais, il a eu un titre Supercross 250 et un titre Motocross 250. Ouais. Ouais. Bon, Honda en 250 à Unadilla, ça a été les montagnes russes émotionnellement. Hein. Ouais. Ouais. Il en a pris une pote quand même, Imas.
Putain, Emas, il en a pris une bonne. Je sais pas comment il s'est relevé de ça. Tu voyais même le pot qui était sur le casque quand il était sous sa moto. Il y avait un petit peu de fumée qui sortait de là. Moi, ce que je me suis dit, 2 tours après, il remonte. Je sais pas comment il a fait pour pas se brûler parce qu'en plus, son masque s'était décalé. Il avait plus de masque à cet endroit-là, au niveau des yeux là. Je voyais bien la ligne le cramer là. Ouais, il a eu littéralement chaud. Ouais. Et encore une fois, t'en parlais déjà pour la chute de Digan à Hangtown, mais il n'y a pas d'erreur en fait de Imas. Alors j'imagine que s'il rentre dans l'ornière plus droit, dans le sens plus vertical, et pas déjà légèrement en angle pour amorcer sa courbe, bah peut-être que la moto elle kick pas sur le côté. Mais bon, déjà il n'était pas hyper penché et donc oui, peut-être qu'il y a moyen d'éviter la chute, mais en même temps il fait pas vraiment d'erreur quoi. Ouais, non, on voit vraiment au ralenti, c'est parce qu'il décolle quoi, que tu vois, parce que ça s'est joué à un poil de cul quoi, le crampon de la droite qui raccroche un peu sur le côté de l'ornière, sur le bord de l'ornière là, et que vu qu'ensuite il décolle, bah en l'air la moto, bah oui, elle est toute libre, et donc quand tu la pousses même juste avec une toute petite force, tu vois, je sais pas en newton ce que ça donnait, la force qui était exercée sur sa roue arrière là, mais à mon avis c'était léger, mais sauf que vu qu'il est en l'air, il y a rien qui la retient, donc elle part, et quand tu atterris déjà de travers à cette vitesse là, c'est mort. Donc ouais, c'est chaud ce genre de chute. En tout cas, il a fait une bonne promo pour le nouveau casque Fly Racing. Hein. Casque Fly Racing qu'on a vu d'ailleurs aussi au JO en BMX. Ah ouais. Ah ouais. Donc ouais, c'est dommage. Imus super rapide aux essais, ultra dominateur en première manche jusqu'à ce qu'il s'écrase. Et il repart pour la deuxième, tant bien que mal, puis au final il décide d'arrêter parce que il devait être froissé, il devait en avoir marre de prendre des pierres dans la gueule sur un corps qui était déjà recouvert de bleu. Et Shimoda qui nous fait une superbe deuxième manche à aller mettre la pression à Kitchen, pour au final aller se casser la clavicule à 2 tours de la fin, quoi. C'est ça, c'était à 2 tours de la fin, non? Eh ben ouais, mais ah bon, si tard? Peut-être pas si tard, mais pas loin, peut-être à 5 minutes. J'avais pas eu le verdict en tout cas, je savais pas que c'était cassé la clavicule. Ouais, j'ai pas vérifié, mais j'ai entendu dire ça sur Pop MX Show que c'était une clavicule. Ok. Du coup, pour Shimoda, clavicule, donc j'imagine qu'ils vont lui mettre une plaque. On a déjà vu des Airlings revenir 17 jours après l'opération, gagner un Grand Prix. Est-ce que tu penses que Shimoda il est out pour le reste de l'année, ou est-ce que tu penses que dans 4 semaines, on a la première épreuve du Super Motocross à Charlotte? Est-ce que tu penses qu'il va s'aligner? Bah après c'est toujours pareil, hein, tout dépend de la gravité de la fracture, mais est-ce que c'est rompu complètement déjà, ou est-ce que c'est un trait de fracture, comment c'est entaillé, déplacement, pas déplacement, enfin ça dépend de pas mal de choses je pense. Ça compte pas trop. DV, il a déjà dit, la clavicule, on en a même pas besoin. Ouais, non, mais ça compte pas trop, mais quand tu sais que le truc il a été cassé en deux, c'est quand même préférable de se reposer, de laisser se consolider avant de reprendre la moto, même si tu reprends un peu avec la plaque un peu prématurément, enfin c'est quand même mieux de laisser se consolider le truc. Quand c'est un trait de fracture, tu mets la plaque pour fortifier et ça roule. Enfin, tu vois, il y a moins de danger, il y a moins de risque à rouler comme ça que quand la clavette elle est déjà vraiment cassée et que tu mets une plaque. Donc ouais, ça dépend un peu de ça. Je pense que ouais, vu l'année un peu mitigée qu'il a eu, je pense que si c'est grosse fracture et que on lui conseille plutôt, enfin tu vois, il est pas en position comme Erlings quand il l'avait fait de gagner le titre et du coup de devoir rouler impérativement parce que c'est sa chance de gagner le titre ou quoi. Donc rouler diminué alors que même à 100% c'était un peu mitigé. Supercross, clairement en dessous de ce à quoi on attendait. Je pense que ça vaut pas trop le coup du coup de risquer. Après c'est pareil, voilà, faut mesurer les risques. On a eu beaucoup le faire avec une clavette pétée. Est-ce que c'est, enfin, à quel point c'est risqué tout simplement? Cody Shock d'ailleurs l'a fait oui, pas plus tard que cette année. Hein, oui. Il s'était cassé la clavicule à Birmingham dans son accrochage avec Digan, et 2 ou 3 semaines plus tard il était derrière la grille, ou même la semaine d'après, je sais plus. Mais oui, je très très tôt vraiment. Je suis pas sûr qu'il ait manqué de course au final. Juste dans la semaine, il s'est fait opérer et après il a roulé le week-end, il me semble. C'est vrai, il me semble aussi que ça s'est passé comme ça. Donc ouais, il est pas trop dans cette position où il est super bien placé et tout. Tu vois, je sais pas combien il est pour le classement SMX au général là. Je sais pas non plus. Mais en
cumulé, ouais, je pense qu'il est derrière Kitchen, Vial, Digan. Digan, ouais, donc il est au moins 4. Ouais. Ouais. Il est peut-être même derrière Imus, hein, parce que Imus a fait une belle saison motocross quand même, donc bah ouais. C'est possible qu'il soit derrière Imus aussi. Donc ouais, je pense pas que... Enfin, ça dépend des risques. Moi, je me référerai à mon médecin encore, là c'est la voie de la sagesse. Savoir quels sont les risques et est-ce que du coup ça vaut le coup de les prendre ou pas. Ouais. Bon, Kitchen nous a refait une belle journée, après avoir été complètement absent de sa course à domicile. Digan a fait du Digan. Hein, il finit deuxième, mais il perd pas de points sur personne. Ouais. Et il en gagne sur la deuxième place, du coup. Ah ouais, parce que du coup, c'était Vial qui était deuxième avant ça, donc maintenant c'est Kitchen. Il est repassé 3 du coup, Vial, là, après ce week-end. Ouais, compliqué. On notera quand même le premier podium pour Triumph, avec Alex Wall. Avec Wall. Qui... Voilà. La moto n'a pas fait défaut. Et je crois que faudrait que je regarde les commentaires là de son podium, voir s'il n'y a pas un tonne de gens qui disent « Ah, la moto, elle a marché !» Ah putain, c'est nouveau une Triumph qui fonctionne. Ouais, c'est vrai. Tu sais que je suis assez surpris parce que presque tous les week-ends quand je vais rouler, presque à chaque fois, je vois au moins une Triumph sur le terrain ou sur le paddock. Je pensais pas que j'en verrais autant aussi vite. Et pareil pour les Stark en vrai. Et pourtant, il me semble que ça vaut une demi-boule hein, quand même. Donc, je suis assez surpris parce que je crois qu'elles sont assez chères. Ils n'ont pas vraiment fait comme Gaz, tu sais, un peu offre de lancement la première année. Les Gaz étaient quand même bien moins chers, il me semble que les KT. C'était assez abordable et du coup, il y en avait beaucoup qui roulaient en KT et qui savaient que la Gaz, quand elle était arrivée, c'était la même que la KT et qui avaient du coup switché sur la Gaz. Parce que ça faisait quand même un billet en moins à sortir. Et eux, rien à faire. Triomphe, voilà. Ouais, ils ont quand même une image de marque assez forte sur la route. Donc ils peuvent pas se permettre d'être la marque low cost en motocross. Et de toute façon, c'est pas vraiment ce à quoi ils aspirent. Mais en tout cas, bravo à eux pour un premier podium dans leur première année. Ouais. Et tu penses qu'on voit les deux mêmes pilotes l'année prochaine en 250 chez Triumph? Soit les Savacci. Ouais. Bah, je sais pas, parce que Savacci, du coup, il voulait faire 4,50, donc lui, est-ce qu'il va pas chercher un autre? On en a déjà parlé. C'est pas trop lui, hein. Ouais. Il disait, quand il est venu sur Pole Position, il disait qu'il aimerait bien encore une dérogation pour pouvoir rouler en 250 en Supercross l'année prochaine, juste parce que déjà, il a passé toute sa préparation là à s'adapter à la 250. Au final, il n'y aura pas de 450 Triumph prête l'année prochaine, et il aimerait bien que tout le travail qu'il a fourni, ce ne soit pas juste pour les 3 mois d'outdoor 2024. Quoi. Il aimerait bien au moins pouvoir essayer d'en récolter les fruits un peu plus longtemps. Mais oui, c'est vrai que lui, ça va être un point d'interrogation. Et est-ce que tu penses que Triumph cherche un deuxième pilote pour faire le SX l'année prochaine, sinon? Ouais, ça se peut, mais c'est pareil. S'ils gardent Savacci, est-ce qu'ils vont mettre un pilote SX only ou alors aligner 3 pilotes en outdoor après? Et pourquoi pas un Vialou qui aime pas sa KT? Je suis pas persuadé qu'il préfère la Triumph. Non, en vrai, elle a quand même eu beaucoup de soucis mécaniques. Alors, encore une fois. Oui, mais ça, justement, c'est des soucis que tu as la première année pour pas les avoir la deuxième, généralement. Ouais. Ouais, moi j'attendrai quand même une année qui me montre qu'il n'y a plus de soucis. Et... ouais, je sais pas. Je vois. Bon, écoute, il y a autre chose que tu voulais dire sur les pilotes 250 ? La foi. Il paraît que c'est signé pour Time Master Pool, 2 ans chez Kawasaki Pro Circuit, Supercross et Motocross. Et Super Motocross, du coup. Ah ouais? Ouais. C'est stylé ça. Ah oui, si, ma petite surprise de la course, c'était NST. En première manche, je crois, qui a tenu un bon moment d'Igan. Mais c'est vrai ça. Qui a roulé, il était 3ème pendant un long moment. Je crois, ouais. Qui était sur le podium virtuellement. Donc, je m'étais dit, c'était ma petite surprise du week-end, qu'il avait quand même pas mal progressé justement avec la moto parce que les débuts sur la Star Racing, j'attendais quand même beaucoup mieux que ça. Et au final, je crois qu'il était en dehors du top 10, il me semble, à sa première.
Oula, oui, il était... Il me semble qu'il était un peu aux fraises. Donc, mais déjà, il a cassé la moto dans la première manche, je crois. Oui, un truc comme aussi. ça. Donc, ouais, il était loin. Voilà. Mais, bah oui, c'est vrai. Mais NCT, de toute façon, c'était l'idée, c'est la même chose que Nichols, là, en fait, sur la Suzuki, c'était de pas se mettre de pression sur les résultats et prendre de l'avance sur l'année prochaine, la préparation de l'année prochaine, en fait. Donc ouais, c'est bien, ça progresse. Et on va voir ce que ça donne. Tu nous donnes tes pronostics pour Budds Creek? Est-ce que tu vois quel terrain c'est déjà? Parce qu'il en reste plus que deux. Donc, je suis en train d'y réfléchir justement, mais... C'est le terrain où Dylan, l'année de son titre, nous a sorti le petit quadruple que seul lui faisait. Là, on voyait sur le plan du drone, là. Ouais. Bah là, du coup, là, je vois le quadruple, mais je vois pas le reste de la piste. C'est une terre un peu jaune-orange, Budds Creek. Et, il passe un peu dans les arbres, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre parce que bon, si je te dis que c'est là qu'il y a eu le Motocross Nation 2008, ça va pas t'aider. Oh, 2008, non. Quelle course stylée ou quel truc marquant on a eu à Budds Creek? Bah si, Ferrandis aussi, il avait été victime d'une chute au départ. Tu sais, c'est ce départ où c'est à plat et t'as une épingle à gauche à plat. Et après, ça refait ligne droite et ça fait un saut en montée. Puis ensuite, t'as une courbe à gauche avec des vagues et là, t'as l'arrivée. Une courbe à gauche avec des vagues. La courbe, elle est avec des vagues? Ouais. Ah, ils ont tendance à sauter en double généralement, les vagues quand même. Ah ouais, non mais si, là je vois un peu, je me souviens des batailles que j'ai vues, là, Thomas Croxen aussi, je crois, là-bas. Parce que j'ai surfé sur Insta, des fois, je revois des vidéos un peu à l'ancienne et tout, ils mettent des meilleures batailles. Donc si, je crois que je vois un peu, oui, avant le saut d'arrivée, elles sont ces vagues. Voilà. Ouais. Puis c'est le terrain où Barcia, il a coupé Ferrandis en deux. L'année où Ferrandis revenait de blessure. Ouais, je vois partiellement. Te dis Ferrandis 1, non, je rigole. En 450 Sexton, Sexton, Hunter et Cooper qui revient sur le podium. Ok, et en 250? En 250, Digan, Vial, Kitchen. Ok. En 250, je vais dire Digan, Kitchen, Masterpool. Et en 450, je vais dire Sexton, Tomac, Lawrence. Ah oui, c'est vrai, il y a Tomac. Carrément. Le mec qui a oublié, quoi. Ouais, je peux te dire que... Non, je peux te dire que je suis content de voir la YAM numéro 3 derrière la grille. J'ai hâte quand même. C'est une vision qui m'a manqué là, tu vois, depuis la fin du SX. Pas voir cette YAM numéro 3 à l'écran, ça m'a juste manqué et j'ai hâte de la revoir. Ouais, bah à voir. Bon, bah écoute, Clément, on va se dire à la semaine prochaine. Hein. Bah ouais, c'est ça. À la semaine prochaine. Et bah écoute, profite bien des vacances. Ouais. Et la plage qui merci à tous de nous avoir suivis. La plage t'attend. Ah. Ouais. Ah mon cochon. Je suis en train de suer comme un cochon là, en train de Et bah écoute, profite bien de la plage. Oublie pas de taguer le Brap Show dans ta story Insta. Et nous on vous dit à la semaine prochaine pour voir tout ce qui s'est passé cette semaine et plus parler de la course de Budds Creek. À plus. Allez, à plus tard. Allez, on coupe la vidéo. Ah là là, j'avoue que là, aller se baigner dans la plage, ce serait pas mal quand même. Ah mais frère, j'ai un dos là.